Nous sommes de retour au forum Zéro Carbone pour réaménager les centres-villes et repenser la logistique à l'heure du e-commerce. Nous sommes avec Marianne Loradour, directrice régionale de la Banque des Territoires Île-de-France. Bonjour. Anne-Marie Idrac, ancienne ministre, ancienne capitaine d'industrie, et je ne vais pas évoquer tous vos mandats politiques, aujourd'hui présidente de France Logistique, ça rime. Olivia Polski, maire adjointe de Paris, chargée du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode. Bonjour. Et Nicolas Machtou, président de Citellum Group, un habitué du Forum Paris Zéro Carbone. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Les centres-villes ne sont pas malades de la peste, mais du Covid-19. La crise économique et sanitaire contraint à fermer les commerces, pendant que les GAFA se frottent les mains, livrant leurs marchandises au client final toujours plus rapidement. Ce qui n'est pas sans conséquence dans l'aménagement des villes et évidemment la transition écologique et climatique de ces mêmes villes. Marianne Loradour, la Banque des Territoires Île-de-France, entité de la Caisse des dépôts, investit 5 milliards sur 5 ans pour revitaliser les centres-villes, a débloqué récemment, juste avant le reconfinement, 1 milliard pour le commerce de proximité. Y aura-t-il bientôt des milliards pour améliorer la chaîne logistique ? Oui, César Armand, il y aura beaucoup d'argent aussi sur la chaîne logistique. Vous avez vu que le directeur général de la Caisse des dépôts a annoncé un plan de soutien à France Relance de 26 milliards. 26 milliards de fonds propres de la Caisse des dépôts sur des axes qui seront, donc un plan évidemment d'intervention massif, sur des axes priorisés. Et quand on regarde les axes de ce plan de relance, en fait 6 vont concerner la logistique. On va intervenir sur le médico-social et sur l'habitat, qui sont des secteurs avec l'infra, avec la supply chain du bâtiment, et qui sont très connectés à la logistique. On va intervenir sur la revitalisation industrielle, on va intervenir sur le tourisme et on va intervenir sur le commerce. Donc évidemment des secteurs totalement connectés à la logistique, avec une mention spéciale pour le commerce qui souffre énormément et qui souffre du développement très important du e-commerce, lequel interpelle totalement la chaîne logistique, puisque le e-commerce n'est pratiquement plus que de la logistique. Aujourd'hui, ce commerce en ligne représente déjà 27% sur la région parisienne des échanges commerciaux. Donc on passe sur des parts de marché qui sont énormes, avec d'ailleurs un enjeu pour le commerce de proximité d'arriver à avoir une mixité en fait de modèles, à la fois de la proximité et à la fois du commerce en ligne, pour ne pas laisser ces plateformes prendre l'intégralité du marché. Et puis, nous avons un axe qui est un peu l'épine dorsale du plan de relance de la Banque des Territoires, c'est la transition écologique et énergétique. Et ça, cet axe-là, il interpelle totalement la logistique. Et il faut la verdir, cette logistique. Absolument, il faut la verdir. En fait, il faut changer l'équation de la logistique, qui aujourd'hui passe par des grandes plateformes à l'extérieur des villes et par de la logistique par camion diesel dans les centres-villes. Les poids lourds, c'est 50% de la congestion aujourd'hui sur une ville comme Paris, et 81% des Franciliens, quand on les interroge, sont gênés par la pollution de l'air et par la pollution sonore, qui est donc très très liée à cette logistique par les poids lourds. Et puis, dernier élément sur la logistique et sur notre intervention, la logistique finalement c'est le rapport de la ville par rapport au reste du monde et de la ville sur elle-même. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, une ville sans logistique, c'était une ville en état de siège. Et je crois qu'aujourd'hui, sur l'Île-de-France, il y a une responsabilité particulière au moment où on réaménage le Grand Paris, où on fait 200 km de lignes automatisées de métro et où on crée 68 nouvelles gares qui vont modifier les plaques tectoniques de l'aménagement de l'Île-de-France. Je crois qu'il y a une responsabilité particulière pour s'intéresser à ce secteur stratégique de la logistique et pour que ça ne soit pas l'actif oublié de l'aménagement du Grand Paris. Il faut un actif logistique dans chacune des 68 gares ? Je ne sais pas s'il faut un actif logistique dans 68 gares, mais il faut prévoir l'aménagement de ces gares, l'aménagement de ces quartiers de gares, de ces quartiers de ville,
en fonction de la logistique et ne pas avoir, comme on l'a fait, voilà, un actif non désirable dont on ne s'occupe pas dans les schémas d'aménagement. Anne-Marie Edrac, vous représentez l'ensemble de la filière avec l'association France Logistique. Il vient d'y avoir un comité interministériel que vous attendiez patiemment, comme tous les acteurs publics et privés du secteur. Justement, est-ce qu'il faut cette approche globale, selon vous, opérée par la Caisse des dépôts, par le plan de relance, c'est la bonne aujourd'hui ? Je remercie beaucoup la Caisse des dépôts et vous-même, Madame, de ce qui vient d'être dit, parce que c'est assez récent qu'il y ait une telle prise de conscience de l'importance de la logistique. Vous en avez parlé pour le développement économique, industriel. Bon, c'est vrai que la ministre de l'Industrie commence à intégrer la logistique dans les plans de relocalisation ou de résilience industrielle, de territoire d'industrie. Vous en avez parlé, bien sûr, pour le commerce, mais il faudrait aussi parler des chantiers qu'il faut à la fois approvisionner et dont il faut faire sortir les gravats. Et puis, évidemment, c'est exact que dans le Grand Paris, malheureusement, dans les programmations jusqu'ici, mais peut-être n'est-il pas encore trop tard, il y a eu un peu ce que j'appelle moi l'angle mort, vous ce que vous appelez l'actif oublié de la logistique. Donc c'est excellent d'avoir progressivement, et vous venez très bien de l'exprimer, d'avoir progressivement cette prise en compte, un, du caractère stratégique, et deux, la nécessité d'avoir une approche globale dans laquelle on articule, je reprendrai avec des mots différents ce que vous avez dit, en quelque sorte les stocks et les flux. Bon, on parle du e-commerce. Alors, il n'y a quand même pas que le e-commerce dans la vie. Hein, il y a bien d'autres fonctions que j'ai évoquées tout à l'heure. À l'échelle de l'Île-de-France, c'est à peu près 1 million de tonnes par jour. Donc, on voit bien qu'il y a énormément de choses, même si avec le Covid et en plus en cette période de l'année, il y a une explosion, c'est vrai, pour le B2C, comme on dit, voilà, pour les consommateurs finaux, de différentes formes de e-commerce, hein, parce que même avec la réouverture des magasins, qu'il faut approvisionner par de la logistique, bon, un certain nombre de pratiques nouvelles, du genre livraison en magasin, par exemple, se font. Donc l'approche globale, oui, et aussi une approche dans le temps. Parce que lorsque l'on parle d'aménagement du territoire... c'est pas aussi l'approche climatique, l'approche zéro carbone ? Oui, une approche, bien entendu, verte, voilà. Mais une approche dans le temps, parce que, par exemple, aujourd'hui, les documents d'urbanisme, ils ne permettent pas de faire des entrepôts en hauteur. On en parlait avec Madame le maire il y a quelque temps. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait pour ne pas être dans la situation où, comme vous l'avez dit, la plupart des entrepôts en Île-de-France sont au nord de l'agglomération à plusieurs dizaines de kilomètres. De même, il faut du temps par rapport à une réalité, c'est qu'il n'existe pas de camions verts. Il commence à exister des camionnettes électriques pour un certain nombre d'usages, mais les camions verts, ça n'existe tout simplement pas. Il y a quelques prototypes qui seront commercialisables d'ici 10 ou 15 ans. Et ce qui serait très souhaitable, évidemment, c'est qu'on puisse organiser dans le temps, avec les collectivités locales qui vont définir des plans, définir des règles, etc., cette transition vers le plus proche possible du zéro carbone, en intégrant évidemment les éléments européens. Mais il y a un grand retard par rapport à la voiture. La voiture, ça fait 10 ans au moins qu'on sait qu'on va vers la voiture électrique. Bon, on en pense qu'on veut, bon, enfin, on le sait. Et puis donc il y a des véhicules, il y a de plus en plus de bornes et tout ça. Bon. En ce qui concerne les camionnettes, ça commence à venir. En ce qui concerne les camions, l'évolution technologique n'a pas eu lieu. Et donc il faut évidemment y pousser et l'accompagner avec le bon mélange de levier sur l'offre et de levier sur la demande. En tout cas, la vision globale, c'est bien comme ça qu'il faut y aller. Circulation, stationnement, urbanisme et bien sûr à la bonne échelle qui est celle au moins du Grand Paris. Je reviens à la mairie de Paris. Olivia Polski, quel est l'état des lieux aujourd'hui à Paris, justement avec les 65 000 commerces, la plateforme que vous avez lancée et le déploiement justement pour comment aider l'électromobilité notamment? Alors, dire qu'effectivement à Paris, on a une des plus hautes densités en matière de commerce de proximité, mais que bien évidemment jusque-là,
le commerce résistait, le commerce de proximité, on va dire à la montée du e-commerce, même s'il y avait des secteurs qui disparaissaient, hein, les agences immobilières, les agences de voyage, il y avait énormément de secteurs qui disparaissaient, mais on a quand même un commerce de proximité qui restait très vivant. Là, il est évident que avec le Covid et le confinement, ça a été dit avant, il y a eu plus d'échanges par le e-commerce et qu'il y a un vrai sujet de modèle. Nous, on essaye de pousser à la digitalisation aussi, parce que c'est un outil supplémentaire de notre commerce de proximité. Mais la question de la logistique, elle est évidemment un enjeu central dans la question de la préservation du commerce de proximité, parce que l'intérêt des GAFA que vous avez évoqué au début, c'est la massification. C'est ce qui fait que d'ailleurs on a des engorgements, on a des situations qui deviennent au cœur de la ville très complexes à gérer, parce que par exemple, eux, ils se garent n'importe comment, n'importe où, parce qu'ils Je disais, les consommateurs veulent toujours être livrés plus rapidement, pas forcément plus efficacement pour le reste de la ville. Et surtout, ils ont un modèle économique qui repose sur la massification, donc des échanges importants et nombreux. Le commerce de proximité, il n'a évidemment pas, un commerçant indépendant, le même modèle économique sur la question de la livraison. Donc on voit bien qu'il y a un problème de modèle économique différent, on voit bien qu'il y a un problème de distorsion aussi. Je pense que la question de la logistique, aujourd'hui, c'est l'essentiel sur lequel reposent d'ailleurs les GAFA. Enfin, ils font un pari, pour prendre un exemple, hein, Amazon Prime, parce que je donne des noms, et ils donnent un abonnement de plus de 50 € par an pour pouvoir livrer à 1 € à peu près, livrer gratuitement, mais en fait ça fait un peu plus d'1 € si vous faites 2 achats par mois. Il n'y a aucun commerce de proximité qui peut se permettre de faire des livraisons à ce prix-là. Oui. Et donc on a un vrai sujet, de distorsion, et d'enjeu effectivement à aussi permettre une logistique urbaine qui nous permette d'avoir un commerce de proximité vivant. Nous, on promeut ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire d'avoir des services diversifiés à 15 minutes de chez soi. Et la question du commerce et des services, c'est évidemment un enjeu majeur dans ce cadre-là. Donc on a non seulement comme objectif le fait de construire une logistique urbaine propre, mais en plus qui ne soit pas uniquement au service des gros opérateurs. Nicolas Macheteau, on va partir à la métropole de Dijon, parce qu'on s'adresse avec quand même toutes les villes, puisque Citélum, donc filiale d'EDF chargée de l'éclairage urbain, copilote la métropole intelligente aux côtés de Bouygues Energy Service, de Capgemini et d'autres acteurs. Suez, oui. Suez, oui, merci. Voilà. On va oublier personne. Quel retour d'expérience pouvez-vous nous faire à la lumière, si j'ose dire, de cette crise Covid ? Donc, effectivement, vous l'avez dit, Citélum, Citélum est un opérateur d'éclairage public qui a petit à petit étendu son activité à la gestion des infrastructures urbaines de façon générale pour accompagner le réaménagement des centres-villes, ce qui nous rapproche du sujet d'aujourd'hui, et pour accompagner les ambitions des villes en matière de villes connectées et de ce qu'on appelle la Smart City pour la construction de la ville de demain. C'est le projet qu'on a porté à Dijon. Et l'idée, c'est bien d'arriver à développer toute une série d'objets connectés sur les infrastructures urbaines de façon générale, c'est-à-dire sur les mâts d'éclairage public, sur les caméras de vidéosurveillance, sur les feux tricolores de signalisation, sur les équipements de signalisation pour les bus, par exemple, et de faire gérer tous ces équipements par un centre d'hypervision qui est centralisé, grâce à une plateforme numérique qui est développée par Citélum qui s'appelle Muse et qui permet à un seul centre de commandement de mieux piloter ces infrastructures urbaines. Et de cette hypervision, de cette gestion centralisée, on doit arriver à mieux piloter l'exercice de maintenance de toutes ces infrastructures et d'intervention des secours. Une fois qu'on a dit ça... Lorsque j'étais allé visiter le centre il y a quelques mois, voire quelques années, on disait que si un feu rouge tombait en panne, on pouvait le voir immédiatement et envoyer Exactement. C'est-à-dire qu'on a un temps de réactivité, de cette hypervision, on tire une capacité d'intervention à la fois pour la maintenance, pour la réparation ou pour les interventions d'urgence qui est normalement beaucoup plus rapide. Et en période de crise, évidemment, dans la mesure où les services municipaux sont engorgés ou en difficulté, la capacité à réagir
plus rapidement permet de maintenir un service de meilleure qualité pour tous les habitants de la ville de façon plus longue. C'est-à-dire qu'on renforce la résilience de la ville face à tous les événements qui peuvent intervenir sur son territoire. Donc effectivement, c'est dans la presse, hein, il suffit de lire les réactions du maire de Dijon après le Covid. Il s'est félicité de ce que le projet On Dijon lui avait permis d'obtenir en termes de maintien de la qualité de service malgré les difficultés du confinement. Marianne Loradour, la fluidification du trafic, la signalisation, pour reprendre les termes de Nicolas Machtous, la circulation en général, c'est un peu la clé aussi pour améliorer la logistique et donc le profit des commerces de centre-ville. Oui, bien sûr, c'est la clé pour verdir la logistique. Et là, je crois que on a des raisons de pouvoir être optimiste parce qu'il y a beaucoup de solutions pour diminuer cette circulation. D'abord, ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a la partie immobilière. La logistique, c'est des plateformes. Et donc, il faut, pour changer l'équation actuelle, changer les plateformes logistiques et aller vers des plateformes, des hôtels logistiques de plus petite taille au fur et à mesure qu'on se rapproche de la zone dense. Il faut plus d'IKEA, Place de la Madeleine ? Oui, enfin, en tous les cas, il y a ces équipements de petite taille qui permettent de faire des ruptures avec une petite rupture de charge, hein, mais j'entends qu'on peut les automatiser et rendre tout ça très performant pour permettre cette logistique qu'on appelle du dernier kilomètre avec des mobilités douces, électriques, voire par triporteur, par vélo cargo. Et tout ça donc est rendu possible par cet équipement logistique. C'est d'ailleurs le modèle de la Sogaris, qui est une SEM Société d'économie mixte. Voilà, c'est l'économie mixte avec comme actionnaire la ville de Paris, les 3 départements de la Petite Couronne et puis l'actionnaire Caisse des dépôts et qui a ce modèle de la logistique du dernier kilomètre. Je crois qu'on peut aussi diminuer la circulation en utilisant mieux le fleuve. On n'utilise pas assez le fleuve, alors qu'on a cette chance d'avoir cette traversée par la Seine de toute l'Île-de-France. Et la Seine est déjà équipée par Aropa, Port de Paris. On a des grands ports, Gennevilliers, Bonneuil. On commence à avoir des petits ports dans Paris. Et donc, il faut intensifier cette... L'Île-de-France, c'est 60 ports, non ? Ça doit être ça, oui. Et donc, il faut intensifier la circulation fluviale parce qu'on sait qu'elle est plus frugale. Et quand on a intensifié cette circulation fluviale, on peut aussi travailler sur la flotte de bateaux. Et par exemple, nous, c'est ce que nous avons essayé avec Fluidis, c'est d'investir dans un bateau qui est hybride, donc un peu essence, un peu électrique, et qui justement a des triporteurs et qui fait cette livraison du dernier kilomètre. Et puis, je crois qu'il faut aussi, et vous parliez du comité interministériel de la logistique qui s'est tenu lundi dernier, je crois, qui a décidé de mettre beaucoup d'argent, d'ailleurs, dans la logistique. C'est 650 millions, c'est beaucoup et peu probablement à la fois, avec une mention spéciale pour la logistique ferroviaire. Et ça, je crois que c'est effectivement aussi quelque chose de très intéressant comme axe. Nous avons fait à Paris, avec la Sogaris et avec Aropa d'ailleurs, le premier terminal urbain ferroviaire à Port-de-la-Chapelle, donc 400 mètres. Et avec cet hôtel logistique ferroviaire, on est en situation de pouvoir faire de la logistique ferroviaire. Et je crois que ça, c'est également un axe de développement très intéressant. Marie Drac, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? La circulation routière, le fleuve, le ferroutage, les trois ? Ce qu'il faut privilégier, c'est l'intermodalité. Parce que dans les exemples qui ont été donnés et qui sont excellents, et Sogaris est d'ailleurs l'une des sociétés membres de l'association France Logistique, bien sûr, avec tous les grands logisticiens, vous parlez du dernier kilomètre, mais en réalité, il y a bien des kilomètres avant le dernier. Bon. Et c'est pour ça que nous privilégions une vision globale. Bon. Il y a beaucoup de kilomètres avant le dernier, et pour les entreprises qui produisent, parce qu'il y en a encore quelques-unes dans Paris ou en Île-de-France, il y a aussi des kilomètres
en allant vers l'exportation, hein, si je puis dire, de leurs produits. Donc vraiment une vision d'ensemble qui ne se concentre pas sur juste ce qui se passe tout à fait à la fin. Ensuite, il y a des questions de volume. Vous voyez, je parlais hier avec l'un de mes adhérents qui a très très hâte que les commerces, que les cafés et les restaurants ouvrent. Et il disait, voilà, pour livrer une tonne de canettes de bière, je ne vais pas dire la marque, etc. Bon, ça va pas se faire en triporteur, disait-il, ou alors ça serait pas génial au point de vue des conditions sociales, j'allais dire, Il d'exploitation. n'y a pas d'autre choix que le camion. Voilà. Et par rapport au mot massification, c'est intéressant, j'ai entendu ce mot qui pour moi a une autre signification que celle que vous employez. Bon. Pour moi, la massification, c'est ce qui permet d'optimiser et de réduire l'empreinte carbone du transport. La massification, par exemple pour les transports de personnes, que beaucoup de gens connaissent mieux que la logistique, la massification, c'est le train, le RER, le métro et le bus. Un bus, c'est un outil de massification exactement à l'instar d'un camion. Et ce qui est intéressant, c'est que cette massification, qui est l'un des axes vraiment importants avec l'évolution des moteurs et avec le meilleur remplissage, etc., bon, est pas encore véritablement prise en considération. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des questions de compréhension de ce qui se passe, des questions d'image peut-être. Hein. Un bus c'est sympa, un camion pas. Or ils remplissent exactement la même fonction, hein. C'est-à-dire celle de regrouper pour avoir le meilleur remplissage possible. Bon. Une gare de correspondance, c'est sympa. Une plateforme d'échange, oh là là, ça va faire beaucoup de bruit, et d'ailleurs on ne l'a pas prévu dans les documents d'urbanisme, donc je caricature à peine, mais c'est pour montrer que des concepts qui paraissent évidents pour les personnes et qui sont aussi techniquement évidents pour la logistique de proximité, ne sont pas aussi bien intégrés. Mais encore une fois, l'approche globale elle est parfaite. Alors, et intermodale, bon, c'est vrai que le fleuve, et je travaille pas mal bien sûr avec Aropa, etc. Bon, a pas mal d'éléments de fluidité, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs systèmes de desserte finale à partir du fleuve, parce qu'évidemment le fleuve ne passe pas devant les commerçants que l'on souhaite tous voir vivre. Donc on est toujours dans des histoires de transbordement. Sauf sur le mode routier, mais on est toujours dans l'histoire de transbordement, bon, donc avec des coûts spécifiques et une facilité spécifique. Pour le rail, donc comme vous le savez, l'entrepôt de la Chapelle, en fait, il n'y a pas de train qui y arrive, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, y compris techniques, c'est-à-dire que le fait que les trains en question ne seraient tout diesel, donc ce serait pas génial. Enfin bon, voilà, enfin, évidemment, Sogaris y travaille très bien. Et monsieur Seban, son patron aussi. Pour l'Île-de-France, il y a une telle pression sur le rail voyageur, il y a tellement de besoins, il y a tellement de demandes, que je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de place pour y faire passer de la logistique, à la différence de ce qu'on peut voir dans d'autres régions. C'est-à-dire la disponibilité, comme on dit, des sillons, ou on pourrait dire des créneaux, est déjà très très occupée, d'une part par les voyageurs, aussi par des travaux. Bon, il peut y avoir quelques cas, mais sans doute le fleuve est-il le plus intéressant. Encore une fois, là où ça marche, par exemple pour les matériaux de construction, c'est formidable. Pour l'évacuation des déchets, c'est sensationnel. Bon, pour certaines grosses livraisons, des marques commerciales, hein, choisissent cela, malgré le surcoût que ça représente, bon, à l'aide de subventions, hein, pour en créer leur image. Et c'est formidable, c'est très très bien. Donc, intermodalité. Olivia Polski, intermodalité, avec toute une réforme du stationnement à Paris, un retrait de la moitié des places, donc le retour à l'espace public, mais les consultations sont... J'ai posé la question à Mme la maire Anne Hidalgo la semaine dernière en interview, donc je vais vous reposer la question, même si la consultation est en cours. Qu'est-ce que vous allez faire de ces places ? Alors, d'abord, quand même, sur la question des places de livraison, on restera au même nombre de places de livraison, voire même on en aura peut-être plus, puisque l'idée, c'est évidemment de ne pas
rester, de ne pas impacter le commerce de proximité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, je crois que ça fait l'équivalent, le nombre de places de stationnement à Paris, c'est l'équivalent de 750 km. Donc vous imaginez, c'est Paris, on peut aller à l'autre bout de la France comme ça. Donc l'idée, c'est qu'en plus, on a un certain nombre de véhicules ventouses. Et justement, il faut qu'on arrive à faire cohabiter à la fois, on va dire, des modes de circulation un peu différents, diversifier les pistes cyclables et effectivement les commerces de proximité. Donc on est en train de travailler avec eux sur justement cette question du stationnement des professionnels et des livraisons. On a une expérimentation qui va être lancée dans le 4e sur des places de livraison intelligente. Notamment parce qu'une des problématiques pour les professionnels, c'est qu'elles sont souvent squattées. Donc il faut qu'on arrive à créer cette place de livraison intelligente. On va voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire, comme le fait déjà des que, opérateurs de Smart City, qu'on sache savoir qui est à cette place. Quand est-ce qu'elles sont libres, qui y est, etc. Bon, donc, et qu'elles puissent éventuellement peut-être être réservées à l'avance. Enfin, il faut, on travaille sur des sujets comme ça. Et après, sur des places, évidemment, comme les places de stationnement, il y a des choses qui sont en train d'être discutées. Mais on sait qu'il y a un certain nombre de commerçants qui peuvent y avoir aussi un intérêt. On a lancé nos terrasses éphémères, on a lancé là des stands de Noël sur ces emplacements. Donc l'idée aussi, c'est effectivement d'habiter la ville un peu différemment et que ce ne soit pas contre l'activité économique, mais que ça puisse aussi la permettre. Mais juste sur cette question de massification, parce que je voulais rebondir, parce que toute la difficulté, c'est que c'est beaucoup plus simple cette massification aujourd'hui pour les gros opérateurs et beaucoup plus compliqué, par exemple, pour les commerçants de proximité. Parce que quand ils sont tout seuls, donc il faut qu'on arrive à trouver les moyens de leur offrir, de leur permettre cette massification qui est un enjeu économique pour eux. Parce qu'offrir les mêmes conditions de livraison, aujourd'hui, ça n'est pas possible que pour les gros opérateurs. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les gros opérateurs jouent. Parce que quand on voit les coûts de livraison, ils ne sont pas les mêmes. Donc on a un enjeu à aussi permettre cette massification commerçant de proximité pour que ça ne devienne plus un frein à l'achat des clients. Voilà. Il faut résoudre l'équation. Comment on peut la résoudre, cette équation, justement? C'est une équation pas simple. Je n'ai pas la solution, mais il y a déjà de plus en plus quand même d'opérateurs qui essayent effectivement de travailler pour les commerçants de proximité, d'essayer de créer des réseaux qui permettent l'organisation. Les fédérations professionnelles essayent, mais aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les mœurs. Peut-être que de toute façon, le confinement accélère un certain nombre de réflexions aussi de leur côté. Et de maturation. Après, l'idée, c'est pas de basculer non plus dans le tout e-commerce, parce que d'abord, c'est la ville qui changera. Évidemment, je comprends qu'il y ait une réflexion sur la question des lieux de stockage internes à Paris, mais demain, si on a des rues qui ressemblent à des lieux de stockage successifs et qu'on n'a plus de vitrines, c'est plus la même ville. Si on n'a plus de commerce de proximité, si on n'a plus, donc il faut qu'on arrive à avoir une réflexion sur le fait de pouvoir garder un commerce de proximité vivant qui fait la ville et en même temps effectivement répondre de toute façon à cette montée du e-commerce le mieux possible. On voit bien qu'on est dans des tensions qui sont pas simples à résoudre, mais Et des aménageurs urbains comme Citélum, est-ce que ça peut être aussi de faire du stationnement intelligent, faire des candélabres, lampadaires, bornes de recharge? Exactement. Nous, on peut intervenir à plusieurs niveaux. On peut diminuer les nuisances. D'abord, on peut faciliter la circulation. On l'a vu avec la programmation des feux de signalisation routiers. On sait améliorer et fluidifier la circulation de façon plus efficace. On sait également accompagner l'électrification des usages. Donc, vous l'avez dit, c'est par exemple démultiplier, parce qu'aujourd'hui c'est encore c'est un peu le début, mais mettre des bornes de recharge sur les mâts d'éclairage public. Ce sont des solutions qui fonctionnent et qui sont utiles parce que de fait elles sont généralisées dans la ville et elles peuvent dans ces conditions accompagner toutes les petites camionnettes électriques qui viennent accompagner les commerçants. On sait également diminuer les nuisances dans les congestions liées à la recherche des parkings,
puisqu'on a des solutions aujourd'hui de smart parking, comme vous l'avez très bien dit, qui consistent à essayer d'identifier beaucoup plus facilement, de façon un peu automatique, les places disponibles, ce qui fait que les gens arrêtent de tourner autour des quartiers pendant des heures pour essayer de trouver une place, et de ça on retire moins de pollution, plus d'efficacité, plus de fluidité, et ça aussi ça peut aider les commerçants et les professionnels de la logistique à répondre aux besoins de leurs clients. Est-ce qu'on appelle, à tort ou à raison, l'éclairage intermittent qui se déclenche lors des passages? C'est quelque chose qui peut être mis en place aussi pour à la fois réconcilier les riverains et... Oui, ça permet de diminuer les flux. C'est très juste, ça permet de diminuer les nuisances de l'activité professionnelle dans un quartier. C'est-à-dire qu'en adaptant le niveau de luminosité à l'activité la nuit, de la même façon qu'avec les véhicules électriques, on va diminuer la pollution sonore, on peut adapter la luminosité à la réalité de l'activité professionnelle, ce qui fait qu'on va diminuer la pollution lumineuse quand les gens ne sont pas là. Ce qui veut dire qu'on facilite d'une certaine manière l'extension des périodes de travail sans déranger le voisinage. Laura Dour, la Smart City, vous la financez déjà au quotidien, mais est-ce que vous, si vous aviez des idées là tout de suite maintenant pour améliorer cette réconciliation des commerces, des GAFA et des flux logistiques? En fait, ce qu'on voit dans cette table ronde, c'est que la logistique, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement global, qui embarque en fait toute la problématique urbaine. Donc, il n'y a pas une solution magique. Il y a, comme vous le disiez, Madame la Ministre, il y a la panoplie de solutions. Et voilà, je crois que tous ensemble, on en représente quelques-unes et on représente des capacités, en tous les cas, d'intervention pour permettre de résoudre cette injonction paradoxale. Parce qu'en fait, on est dans l'injonction paradoxale où tout le monde veut être livré immédiatement de tous les produits possibles et du monde entier, et en même temps ne veut plus être gêné par le bruit, par la pollution, par la densité, et donc en fait cette injonction paradoxale, c'est un peu l'injonction qu'on retrouve de la société civile et à laquelle la ville a à répondre en se réinventant sur elle-même. De même que la population aspire à, quand même, c'est le sujet un peu de notre événement aujourd'hui, 5 ans après les accords de Paris, à une planète plus vivable et pas forcément engorgée de camions diesel qui livrent tout de suite plus vite, plus rapidement. Exactement, donc c'est en ça que c'est bien là qu'il y a l'injonction paradoxale de la société civile qui à la fois veut tout de suite et à la fois veut quand même une société plus propre, plus frugale et pouvoir transmettre à la génération future quelque chose de vivable et de désirable. Anne Hidalgo fait du train l'avenir de la mobilité, et je dis ça parce que elle a trouvé un accord avec la SNCF sur la rénovation de la gare du Nord. Donc j'ai posé une question à l'ancienne patronne de la SNCF, puisque aussi Jean-Pierre Farandou a été auditionné récemment au Sénat, puisque son mandat a été renouvelé par le président de la République. Il ne va pas vendre Géodis, sa filiale logistique. Est-ce que justement le fret, couplé aux autres modes, le fret ferroviaire, est-ce que c'est une bonne piste aussi en alternative aux camions, même s'il y aura toujours des camions Écoutez, à la fin? Tout à l'heure, j'ai parlé d'intermodalité. Il se trouve que les trains, je sais que j'aime les trains, ils ne vont pas livrer les commerces. Voilà. Donc, chacun... Aux portes des villes, du moins. Oui, dans certaines villes, oui. Lorsqu'il y a des sillons, oui, bien sûr, et tant mieux. Hein, voilà. Donc les opérateurs de fret ferroviaire ont comme ambition de doubler leur part de marché et de passer à 18% de part de marché. Donc ce qui veut dire, si on y ajoute le fluvial, que à terme, dans les ambitions les plus fortes, parce que c'est une très 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 forte ambition, hein, qui mettra au moins 10 ans à se réaliser, il restera 75% pour le fret routier. Donc fret ferroviaire, fret routier, fret fluvial. Donc on voit bien
comment se répartissent et se répartiront les flottes les parts de marché. Bon. Moi j'insiste beaucoup, comme vous l'avez fait, je vous en remercie, sur l'approche globale et partenariale de ça. Bon. C'est que je crois qu'il y a aucune contestation de personnes sur le fait que la logistique est utile, et merci de l'avoir rappelé, utile à tous, aux artisans, aux commerçants, aux entreprises de production, pour ce qu'il en reste, et on souhaite qu'il en reste évidemment dans Paris, et bien sûr pour les citoyens, qu'ils soient consommateurs ou tout simplement qui aient besoin de produits. Enfin, la logistique, c'est un petit peu le sang de la ville, hein. C'est ce qui lui permet de fonctionner. Bon. Donc, merci pour cette approche globale. Il y a le sujet de travailler tous ensemble. Et le dernier point que je voudrais dire, enfin, ou un point complémentaire par rapport à ce que nous avons partagé, c'est la question de coopération entre les échelles territoriales. Je donnais un exemple. Les zones à faible émission, à l'intérieur de la métropole, à l'intérieur de la 86, mettons. Bon. Si certaines communes qui ont la responsabilité de la circulation et du stationnement disent qu'on ne peut livrer les commerçants, les entreprises, avec des camionnettes ou avec des porteurs de palettes pour les restaurants, bon, certaines disent le matin et d'autres disent l'après-midi. Il faut harmoniser les... C'est quand même pas formidable pour les artisans ou les commerçants en question, hein, ou les transporteurs auxquels ils font appel. Bon. Donc il y a forcément dans toutes ces politiques-là, que ce soit l'urbanisme, circulation, stationnement et point d'avitaillement aussi pour des véhicules plus verts, il y a forcément quelque chose à coordonner. Par exemple, sur les bornes électriques, ça commence à venir pour les voitures. Bon. Heureusement que les camionnettes, quand il y en a, peuvent se recharger, en fait, quand il n'y a pas trop de distance sur les parkings ou dans les locaux professionnels des entreprises. Donc voilà, bon. Pour l'avitaillement en véhicules à gaz, qui sont sans doute la solution intermédiaire, avant que dans 20 ans, il y ait des camions à hydrogène, bon, là, il n'y en a pas d'avitaillement à gaz. Hein. Je crois qu'il y en a 3... en tout dans Paris, je me souviens plus que ce qui a été dit l'autre jour. Voilà, donc, il faut en créer davantage des stations d'avitaillement en gaz ou hydrogène et ou hydrogène. En hydrogène, pour l'instant, il n'y a pas de camion, donc on peut créer des stations si on veut, mais enfin, peut-être un petit peu trop anticipé. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui anticipe, mais bon, voilà. Globalement, ce dont on a besoin, vous voyez, c'est que, comme le fait la ville de Paris, comme le font d'autres collectivités, bon, on puisse se parler entre commerçants, artisans, transporteurs et communes d'à côté. Bon, pour trouver des solutions. Si on ne veut pas de gaz, eh bien on va garder le diesel pendant un moment. Voilà. Bon. Si on ne veut pas d'encombrement, certaines villes choisissent de faire des livraisons la nuit. Mais à ce moment-là, elles acceptent certaines choses en matière de bruit. Bref, il faut travailler de manière partenariale, ensemble, et de façon assez concrète. Par exemple, le stationnement, c'est vrai que c'est essentiel pour pouvoir livrer les commerçants, ou les commerçants pour pouvoir aller chercher leurs marchandises. Bon, c'est essentiel. On ne peut pas dire que les travaux facilitent tellement le stationnement. Bon, il faut simplement se le dire. C'est pas un sujet politique, c'est un sujet de construction économique et technique. Voilà. Donc mon point, c'est voyons les choses à la bonne échelle de temps, et en travaillant de façon pragmatique entre les différents acteurs. Je suis frappé quand même d'entendre de plus en plus les clients de la logistique, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les entreprises, s'inquiéter de ne plus pouvoir être livrés dans des bonnes conditions. Voilà, donc c'est une manière de dire que la logistique, c'est le sang de la ville. Olivier, est-ce qu'il faut des états généraux de la logistique, comme il y a des assises du stationnement? Est-ce qu'il faut... Il y avait un pacte pour la logistique métropolitaine qui a été impulsé en septembre 2017, avec des villes qui étaient prêtes à s'engager sur des harmonisations d'arrêtés municipaux. Après, il y a eu les élections municipales.
Donc ça a décalé aussi ce genre de prise de décision. Est-ce qu'il faut, au-delà du travail partenarial acteur public, acteur privé, est-ce qu'il faut mieux aussi mieux travailler sur l'intercommunal? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être travaillées au niveau de la métropole du Grand Paris. Donc, c'est effectivement ces sujets-là, notamment, qui sont en travail. Il y a Jacques Baudrier, Emmanuel Grégoire, évidemment, David Béliard, qui travaille à ce niveau-là avec tout le monde, hein, parce qu'effectivement, ça a été dit, c'est un sujet partenarial. Alors après, la question aussi, c'est qui impulse et comment. Et nous, on a toujours essayé Anne Hidalgo a toujours souhaité qu'on essaye d'impulser, parce qu'on sait aussi la force d'entraînement de Paris. À un moment donné, on avait un sujet, tout le monde nous disait, mais il n'y a pas de véhicule propre, quand on a voulu avancer sur ces questions-là. Et on sait que si à un moment donné, il n'y a pas une volonté très forte de quelques-uns, il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut à la fois être dans des démarches effectivement partenariales et en même temps savoir à un moment donné porter, quand on est Paris surtout, une voix un peu plus forte pour pouvoir emmener avec nous les constructeurs, d'autres collectivités autour. Donc voilà, on essaye un peu d'être à la fois dans ce rôle de moteur, parce que Paris a la chance de pouvoir être un moteur, et en même temps de travailler effectivement avec les partenaires que sont les collectivités, etc. Oui, Nicolas Machetou, le partenariat public-privé, c'est la clé. De fait, on est un opérateur... Pas forcément sous la forme du PPP classique. Mais... Non, on est un opérateur au service, l'alliance, au service de la ville. Mais vous avez abordé un point qui est déterminant en réalité, c'est que les bons délégataires de services publics ou les bons opérateurs qui travaillent au service de la ville, ils ont besoin de leadership, en fait. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand la ville sait exactement ce qu'elle veut, quand elle est dans un rôle de leadership industriel et politique, et qu'à partir de là, on est capable d'organiser des solutions pour répondre au mieux à vos ambitions. Et c'est là que, sur tous ces sujets d'organisation de la ville, de réaménagement urbain, on voit bien qu'il y a une forme de maturation qui ne va jamais suffisamment vite, mais qui avance quand même, et qui permet aujourd'hui de trouver des solutions. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qu'on disait au début, mais on sait accompagner les grandes métropoles sur l'amélioration de sa circulation, la diminution de son empreinte environnementale, l'amélioration de la prévention et de la surveillance. On sait diminuer drastiquement la consommation d'énergie d'un certain nombre d'équipements publics, et notamment évidemment pour ce qui me concerne l'éclairage public. Tout ça suppose beaucoup d'investissements, tout ça suppose beaucoup d'expertise technique et industrielle, mais dès lors que c'est exigé par la ville, les solutions, elles sont là, et quand elles ne sont pas là, on sait travailler ensemble pour les développer. Et justement, Marianne Loradour, en quelques mots, parce qu'il nous reste moins d'une minute, où en est justement le pacte pour une logistique métropolitaine où vous êtes autour de table? Il avance avec tout ce qu'on a vu, hein, avec des flottes qui s'équipent et qui sont moins consommatrices de carbone. Ce pacte, c'est ce que disait Anne-Marie Idrac, en fait, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et donc, effectivement, ce qui est très important, c'est d'avoir un cap pour fédérer les acteurs et pour aller dans la même direction. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il faut encore travailler, c'est sur le cap de l'énergie qu'on veut utiliser. Parce que vous disiez tout à l'heure, l'hydrogène, il n'y a pas de borne hydrogène. Donc pourquoi mettre des flottes? Il n'y a pas de borne parce qu'il n'y a pas de camion. Voilà, donc pourquoi mettre des flottes? Et donc effectivement, c'est ce qu'a fait Tokyo, par exemple, en décidant que ça serait une ville hydrogène. Et à ce moment-là, il y a eu l'installation à la fois, la mise en place des flottes et des bornes d'avitaillement. Et donc ce cap-là, il est très important pour savoir si on veut aller vers l'électrique, si on veut aller vers l'hydrogène, si on veut faire une transition par le gaz, qui est une énergie fossile, mais moins carbonée. Et ce cap-là, je pense qu'il faut encore l'affirmer par secteur économique et par type d'intervention. Merci Marianne Loradour. Oui, c'est ce que nous appelons la feuille de route, avec une petite difficulté, c'est que les constructeurs ne sont
voilà, ne sont pas forcément présents. En particulier, les véhicules à hydrogène, je le disais encore une fois, n'existent tout simplement pas. Ils n'existeront pas avant longtemps. Et donc, le plus tôt possible, avoir une feuille de route pour pouvoir embarquer tout le monde. Et Merci. nous espérons que les 7 milliards du plan de relance pour l'hydrogène serviront à quelque chose. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.